l'histoire d'une énigme que l'on croyait impossible à résoudre. En 1994, Stéphane Dieterich, un jeune étudiant de Belfort, est tué de 11 coups de couteau en pleine forêt, sans aucun témoin. 25 ans plus tard, c'est enfin l'heure de la délivrance pour son frère et sa mère. L'assassin de Stéphane a avoué. Son procès débute devant la cour d'assises à Vesoul. C'est un quart de siècle de combat, un quart de siècle. Donc comme on sent, comme des gens qui attendent depuis un quart de siècle la vérité. Pas de vengeance et pas de haine. Simplement, on pense toujours à mon frère, que justice lui soit rendue. Voilà, tout simplement. Le tribunal est en travaux. C'est donc au parc des expositions que se déroule l'audience la plus attendue de l'année. Dans le box des accusés, Christophe Blain, ami de jeunesse de Stéphane Dieterich, le dernier à l'avoir vu vivant. Pendant plus de 20 ans, audition après audition, le suspect a réussi à tromper les enquêteurs. À la télé, on voit toujours un meurtre, et tout de suite, au bout de 40 minutes, ça y est, on a la solution. Mais là, c'était beaucoup plus long parce que la personne qui est inculpée est une personne intelligente, très manipulateur, et il a su embobiner beaucoup de gens, dont notamment les enquêteurs du tout début de l'enquête. En 2014, la police judiciaire fait appel à un service spécialisé dans les enquêtes complexes, l'OCRVP, Office central pour la répression des violences aux personnes. À la faveur d'un nouveau témoignage, et grâce aux enquêteurs de l'OCRVP, Christophe Blain a fini par craquer. L'OCRVP, c'est 77 agents d'élite, policiers et gendarmes pour la plupart. Quand les affaires sont particulièrement complexes ou que les enquêtes piétinent, c'est eux qu'on appelle à l'aide. Ils sont sur la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille il y a 8 ans. Ils tentent de comprendre ce qui est arrivé à Estelle Mouzin, disparue il y a 16 ans, en Seine-et-Marne. La particularité de ces limiers, éplucher un dossier parfois pendant des années et résoudre les crimes les plus sensibles. C'est eux qui ont fait avouer la mère de la petite Fiona, battue à mort et enterrée. Eux aussi qui ont retrouvé la maman du bébé abandonné sur une plage de Berck, ou permis l'arrestation du violeur de la Sambre, soupçonné d'une quarantaine de viols et d'agressions sexuelles. À leur service, des technologies dernier cri et une cellule de profiler unique en France. Reportage auprès de ces hommes et femmes de l'ombre, capables d'entrer dans la tête d'un tueur en série ou de réveiller des souvenirs enfouis chez une victime de viol. Pendant plus de 20 ans, Sylvain Dieterich s'est battu pour faire la lumière sur la mort de son frère Stéphane. C'est une infime partie d'articles de presse, de démarches qui ont été faites au niveau de l'association pour justement ne pas oublier Stéphane, puisque le but de l'association, c'est honorer sa mémoire. C'est un combat qui est mené, qui ne demande pas de moment de pause. Vous avez une activité professionnelle, vous rentrez le soir et vous passez une grande partie de la nuit à travailler là-dessus. Et ça, c'était mon quotidien pendant une vingtaine d'années. Le 5 juillet 1994, au petit matin, le corps de Stéphane Dieterich est découvert dans une forêt près de Belfort. Le jeune homme, alors âgé de 24 ans, a été poignardé de 11 coups de couteau. La veille, Christophe Blain, l'un de ses plus proches amis, a passé une partie de la soirée avec lui. Interrogé par la police, il déclare avoir déposé la victime près d'une fête foraine. Cette version, il la maintiendra à chaque fois qu'il sera entendu par la police. L'enquête s'enlise, elle est alors confiée à l'OCRVP, qui réexamine chaque centimètre de la scène de crime, lance de nouvelles recherches ADN et réentend chaque témoin. Le travail de l'OCRVP a été différent dans le côté rythmé.
Là où on avait perdu peut-être 10 ans d'enquête, en un an, il y avait énormément de choses qui avaient été faites. En 2014, un événement inattendu fait rebondir l'enquête. C'est ce petit papier qui a tout changé. Ce flyer était fait pour communiquer sur un spectacle qu'on offrait en mémoire de Stéphane. Et au verso, il y a un historique du pourquoi on fait ce concert. Il y a 2 jeunes qui consultent le document et ils se rappellent qu'ils avaient 20 ans auparavant été démarchés par Christophe Blain pour éliminer mon frère. C'est un coup de théâtre, mais faute de preuves scientifiques, ces nouveaux témoignages suffiront-ils à inculper Christophe Blain? Les enquêteurs doivent à tout prix obtenir ses aveux. L'OCRVP dégaine alors une arme d'un nouveau genre, sa cellule de profiler, 5 psychocriminologues. C'est Florian Gatérias, le chef de la cellule, qui a préparé l'audition de Christophe Blain. Son but, analyser le profil psychologique du suspect, détecter ses faiblesses. Pour y parvenir, il s'est plongé dans des mois d'écoute téléphonique. Nous voyons que nous avons affaire à une personnalité, dans notre jargon de psy, on parle de névrosé, c'est-à-dire quelqu'un qui a des réactions de la vie quotidienne qui sont normales, qui ne posent pas problème. Il n'y a pas de blocage particulier. Il sait avoir de l'empathie par rapport aux autres et il sait se projeter dans des situations. On n'a pas affaire à un truand, à un criminel endurci. Donc, quelque part, c'est du pain béni, c'est-à-dire qu'on sait qu'il réagira à nos sollicitations. Pendant plusieurs mois, le psychocriminologue peaufine l'audition de Christophe Blain avec les enquêteurs. Arrive le moment décisif, les policiers ne disposent que de 12 heures pour le faire craquer. C'est une course contre la montre. En gros, s'il répondait ceci ou cela, ça impliquait une confrontation aux preuves, aux témoignages plus rapides ou moins rapides, ou une autorité qui devait se faire ressentir de façon plus importante si jamais il y avait certains blocages à certains moments. Nous avons pu visionner les aveux de Christophe Blain. La loi nous interdit de vous montrer l'interrogatoire, alors nous l'avons dessiné. Le 15 décembre 2015, en début d'après-midi, la partie d'échecs commence. Pendant les premières heures, les enquêteurs se montrent d'abord conciliants. Ce qui s'est passé en 1994, cela fait 21 ans. Vous aviez 25 ans, vous avez changé, mûri. Tout peut s'expliquer, il faut juste essayer de comprendre les circonstances. Je pense que vos nuits doivent être très difficiles. Droit comme un i, mine renfrognée, réponse lapidaire. Christophe Blain reste imperturbable. Maintenez-vous vos déclarations de 1994. Oui. En début de soirée, les enquêteurs passent à l'attaque. Ils organisent une confrontation avec le nouveau témoin qui accuse Christophe Blain. Leur espoir, créer un électrochoc. Le fait que ce soit un témoignage extérieur nécessite un effort pour lui, pour se défendre davantage. Et il est tellement tendu qu'il ne peut plus rien faire d'autre que de se concentrer sur cet effort. Et finalement, grâce à cet effort-là, il décide, parce qu'on lui tend la main, il décide de tout lâcher. La stratégie est payante. Le lendemain matin, Christophe Blain, très ému, visiblement soulagé, brise plus de 20 ans de silence. Il raconte comment la relation homosexuelle cachée qu'il entretenait avec Stéphane Dieterich l'a poussé au crime. Il y avait une soif de moi ou du sexe. Il me mettait une pression énorme. Il pouvait être gentil, mais je ne sais pas, démoniaque. Comment vous êtes-vous organisé? Je suis allé acheter un couteau dans un magasin à Mulhouse, l'après-midi même, je crois. J'ai vu Stéphane le soir, c'est là qu'on est parti dans le bois. J'ai commencé à le caresser et j'avais pris le couteau avec moi. Et je lui ai mis des coups de couteau. L'enquête est conclue grâce à ses aveux et sans preuves scientifiques. C'est extrêmement rare. À l'OCRVP, les psychocriminologues traquent les failles des criminels lors des auditions. Ils peuvent aussi faire parler une scène de crime à travers une simple photo.
On a l'arme du crime, on a le corps, mais l'analyse est très complexe. Et 10 ans après, on ne trouve toujours pas le meurtrier. Voilà des mois qu'Emma Oliveira sonde les pièces de ce dossier, le meurtre d'un adolescent. Elle a fini par remarquer un détail qui pourrait aider les enquêteurs. Le corps est retrouvé par-dessus un tapis. Et moi, ce qui m'a un peu marqué en regardant et en zoomant sur cette scène de crime, c'est qu'il y a une grosse tache qui part de dessous le tapis, mais le tapis en lui-même n'est pas imbibé de sang. Donc ça laisse la possibilité que le corps a été déplacé. Quel intérêt on aurait de mettre un tapis sous le corps de sa victime? Quel intérêt, si ce n'est qu'on y tient à minima, qu'on a une certaine culpabilité? On a vu dans des scènes de crime des gens, quand ils avaient tué leur mari, leurs enfants, il y a des mouvements comme ça affectifs qui peuvent se faire, les premiers étant de recouvrir le visage, parce qu'il y a aussi la honte du passage à l'acte. Si vous venez juste pour tuer quelqu'un et l'éliminer comme un tueur à gages, vous n'avez pas besoin de le mettre sur un tapis. Vous le tuez, vous partez. Là, il s'est passé quelque chose, il y a eu une manipulation à minima. La question est de savoir pourquoi. Selon la psychocriminologue, la victime devait connaître son agresseur. Une analyse qu'elle a transmise 2 étages plus bas, là où travaillent les limiers de l'OCRVP. Ils sont répartis en 6 groupes d'enquête. Victimes mineures, crimes en série, homicides complexes, disparitions inquiétantes, crimes contre les expatriés et dérives sectaires. À leur tête, un flic qui a l'investigation dans le sang. Philippe Guichard, 57 ans. Bonjour. Bonjour patron. Ça va? Oui. Dont 35 à résoudre des crimes. Tout va bien? Oui. Comme chaque Tu vas matin, t'embêter avec la neige? revue des troupes. Un peu, c'est été. Vous ne verrez pas les fameux enquêteurs. Ça va? Ils travaillent sur des dossiers très sensibles et tiennent à leur discrétion. C'est moi. Ça va? On a des auditions aujourd'hui de prévues? Oui, plusieurs auditions prévues jusqu'à la fin de la semaine. Très bien. Parfait. La veille, le groupe en charge des atteintes aux mineurs a arrêté un pédophile présumé. Monsieur. Ça va? Oui, ça va. Votre individu, il est toujours déféré demain matin? Toujours. Parfait. Il est toujours dans de bonnes dispositions? Le suspect est en garde à vue. Ils ont 48 heures pour dénicher des preuves et le faire passer à Il y a table. corruption de mineurs, c'est sûr. Ouais. Mais peut-être viol aussi? À voir. On attend le résultat des examens médicaux. Ok. On en est où des exploitations là? Du coup, on en a encore beaucoup à faire ou pas? On a 2 disques durs. On travaille sur les supports numériques de l'individu. Ouais. Les téléphones, les disques durs, des choses comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous cherchez à l'intérieur? Des photos, des films à caractère pédo. Et on en a trouvé. À l'autre bout du couloir, les groupes d'enquête en charge des dossiers au long cours. Le plus ancien est une affaire d'homicide qui date de 1988. Voilà, ici, on arrive dans le groupe qui s'occupe des affaires d'homicide complexes. Complexe parce qu'il n'est pas solutionné rapidement finalement et que ça correspond à une vraie énigme. Des cold cases qui datent d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc on a presque une quinzaine de dossiers comme ça en portefeuille. Messieurs, dames, bonjour. Ici, on est sur le groupe qui s'occupe des faits en série. Donc meurtre en série, viol en série plus souvent. Voilà, on a un dossier qui s'appelle le Prédateur des Bois. 5 faits de viol en Charente et en région parisienne, sur lesquels on investigue lourdement. Voilà. Quand l'enquête est au point mort, les agents de l'OCRVP ont recours à un outil unique en France. Comment ça va? Il vient du Canada. Son nom, Salvac, une base de données qui regroupe 15 000 affaires. Est-ce que tu pourrais t'occuper de faire la recherche? 11 dans les meilleurs délais, analystes je sais que seulement en ce sont moment, on a pas mal de autorisés à demandes. consulter ces écrans. Mais tu vas voir, il y a des éléments à gratter, je pense que c'est intéressant. Exceptionnellement, ils ont accepté de nous expliquer le fonctionnement du logiciel. D'abord, enregistrer chaque étape de l'enquête dans la machine. On a 156 questions à remplir. On va prendre connaissance des procès-verbaux, que ce soit la plainte, les auditions, des témoins par exemple, choses comme ça. Les éléments finalement c'est un peu le scénario de ce qui s'est passé dans l'agression. Ça se passe dans la rue, si la victime est une femme, la description de l'agresseur, voilà ce type d'éléments qui vont être intégrés dans la base. L'analyste peut ensuite comparer les éléments entrés en machine à d'autres affaires. Exemple, Salvac est interrogé sur le viol d'une femme d'une 50aine d'années,
dans un parc de la région lyonnaise par un agresseur armé d'un couteau. Si le logiciel trouve d'autres affaires correspondant à cette recherche, les enquêteurs peuvent faire des recoupements et se lancer sur de nouvelles pistes. Grâce à leur technique de pointe et leur savoir-faire, les limiers de l'OCRVP viennent en aide à la police judiciaire partout en France pour résoudre les enquêtes les plus complexes, comme l'affaire du violeur des balcons à Avignon. Le troisième fait, c'était dans cet appartement en haut. Été 2013, la psychose s'installe dans les quartiers résidentiels de la ville. 6 femmes sont violées ou agressées sexuellement chez elles. Le criminel reste insaisissable. Donc il faisait le tour de la résidence, il cherchait les fenêtres ouvertes et à ce moment-là, il montait pour voir si c'était une femme qui vivait seule ou pas. L'auteur a été monté par le balcon du rez-de-chaussée. Après, il avait gravi par la force des bras jusqu'au premier, et après jusqu'au deuxième, jusqu'au domicile de la victime. Ouais. Après des semaines d'enquête sans résultat, la police judiciaire fait appel à Fabien, enquêteur de l'OCRVP. Pendant près de 18 mois, il analyse précisément le modus operandi du violeur des balcons. Il prenait soin de préparer les faits, puisqu'il est arrivé, il était porteur de gants. Il prenait certaines précautions quand il quittait les lieux, et notamment auprès des victimes, les faire se laver, les faire se doucher. Les analyses ADN ne donnent rien. L'OCRVP appelle à la rescousse la cellule de psychocriminologues. Leur technique cette fois-ci, l'entretien cognitif. Une audition bien différente de l'interrogatoire policier. L'une des victimes du violeur nous a raconté son expérience. C'était plus un échange qu'un déroulé des faits. Moins impressionnant aussi parce qu'on est en discussion et puis le fait que tout ne soit pas rapporté sur un ordinateur, ça fait un effet différent. Je me demandais ce que je pensais de la personne que j'avais vue, au niveau de son comportement, quel âge je pensais qu'il pouvait avoir, à quelle classe sociale il pouvait appartenir, est-ce qu'il était éduqué, pas éduqué, vous voyez ce genre de choses quoi. Je me souviens que quand les policiers m'ont interrogé, il y a plein de détails que je leur ai dit qu'ils n'ont pas reporté parce que ça ne les intéressait pas, si vous voulez, dans une enquête classique, des ressentis et machin, ça ne les intéresse pas. L'entretien cognitif doit servir à aider la victime à se souvenir le mieux possible de son agression. Qui dit le mieux possible, ça veut dire avec le moins d'erreurs possible et avec un souvenir qui peut être plus réduit mais qui a plus de chances d'être au plus près du réel, de ce qu'elle a vécu. C'est lors d'un de ces entretiens cognitifs que surgit le premier indice de taille. Une victime voit remonter à la surface un détail décisif. Là, on est face à une victime qui joue le jeu dans cette audition. Elle nous montrait les gestes qu'elle avait faits. Elle nous dit il avait une voix grave et elle prend la voix de l'auteur en disant ouais, il m'a parlé comme ça, il m'a dit ne bouge pas. Donc il avait cette voix. Elle revivait vraiment les faits. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle nous dit quand il s'en va, je vais vers la fenêtre et là je vois un véhicule allumer ses feux qui manœuvre, qui quitte les lieux. Son audition est quand même décisive puisque c'est la première fois qu'est évoqué ce véhicule Renault Kangoo. Un Renault Kangoo. Détail corroboré 3 mois plus tard. Le violeur est alors repéré au moment où il descend d'un balcon par un riverain. Ce dernier le voit s'engouffrer dans un Kangoo gris. Il relève une partie de la plaque d'immatriculation. Au siège de l'OCRVP, les ordinateurs chauffent. On prend tous les véhicules Kangoo du département du Vaucluse. On réduit un peu la recherche sur Avignon. Là, on est sur 60-70 véhicules. À ce moment-là, il y en a un qui attire vraiment notre attention parce que malgré tout, il présente des similitudes de chiffres et de lettres avec celui qui est signalé. Le propriétaire du Kangoo, un certain Abdelhamid Zouhari. Travail, emploi du temps, loisirs, l'OCRVP décortique son profil dans les moindres détails. Et bientôt, les soupçons se confirment. Zouhari travaille à Montfavet, un quartier d'Avignon dans lequel vivaient 4 victimes. Il fréquente le casino d'Aix-en-Provence, une ville où le violeur des balcons a également sévi. Et surprise, sa compagne a déclaré sa disparition au commissariat le 4 septembre.
la nuit du 3e viol. En à peine 15 jours, la piste Zouhari est validée. C'est la PJ d'Avignon qui se charge d'interpeller le père de famille. Nous avions repéré qu'il était rentré dans le magasin avec un de ses enfants. On a commencé à s'approcher lorsqu'on l'a vu sortir du magasin. C'est à cet endroit-là exactement qu'il a été interpellé. Il est placé immédiatement en garde à vue. Il demande combien il y a de faits. On lui dit qu'il y a déjà 8 faits. Et lui, il dit « Ah, quand même, c'est moi le violeur ». Le violeur des balcons, enfin mis hors d'état de nuire. Un succès impossible sans l'appui de l'OCRVP. Je pense qu'au niveau territorial, on n'aurait pas pu effectuer ce travail de fourmi parce que nous sommes soumis à l'actualité au niveau des vols à main armée, des meurtres qui se passent dans le Vaucluse. Et on ne peut pas avoir une continuité de l'enquête comme a pu faire l'Office. Parce que l'Office, il y a beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup moins d'affaires et ils peuvent aller beaucoup plus au bout des choses. En juin 2018, Abdelhamid Zouhari a été condamné à 18 années de prison. À Vesoul, le procès de l'assassin de Stéphane Dieterich touche à sa fin. Christophe Blain vient d'être reconnu coupable. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle.